Dans un an, nous pensons que l'inflation en France sera redescendue sous les 2%. Voilà les propos tenus hier par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. Aujourd'hui, on est autour de 3% on va dire, d'inflation, 2,8% en 2021 selon l'INSEE, 3,4% selon l'inflation harmonisée d'Eurostat. Est-ce qu'il ne s'avance pas un petit peu, là, le gouverneur de la Banque de France? C'est un pari où on peut vraiment être sous 2% d'inflation en France début 2023? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, ces chiffres très précis sont un petit peu, voilà, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ce qu'il faut voir, c'est la dynamique de l'inflation. Et clairement, le consensus des économistes, c'est de dire pour l'instant que cette hausse des prix, dont au niveau que vous avez cité, devrait s'atténuer progressivement, d'abord atteindre un pic au milieu de l'année 2022 et puis après redescendre progressivement. Alors ça, c'est le scénario le plus probable, mais il faut aussi envisager des scénarios alternatifs. En la matière, François Villeroy de Galhau a aussi une responsabilité, c'est d'ancrer les anticipations de l'inflation, et donc il ne peut pas trop avoir un discours catastrophiste sur l'inflation, hein. Son rôle, c'est aussi de rassurer. Donc forcément, il parle du scénario le plus probable, mais aussi le plus optimiste. Ouais. Ce qui lui donne raison à court terme pour l'instant au gouverneur, c'est le fait de voir que sur décembre, l'inflation n'a pas accéléré. On l'a commenté, c'était la semaine dernière sur Boursorama. Ce qui est déjà ça, que ça n'accélère plus. Après, on peut très bien aussi rester sur cette bosse, sur un plateau haut, pour reprendre une terminologie qu'on a employée en matière de contamination ou d'épidémie. On peut rester sur un plateau haut pendant plusieurs mois. D'ailleurs, Rexecode, je disais, s'attend quand même à 3% d'inflation cette année. Hein. On ne serait pas sous les 2% dans un an. Alors, moi, il me semblait que Rexecode parlait plutôt d'une inflation de 2,5%, voire un peu plus, parce qu'ils sont en train de réviser leurs prévisions. Mais je peux me tromper, mais ce qui est intéressant, c'est de noter, peut-être, au lieu de regarder au mois le mois de combien l'indice d'inflation a augmenté, c'est de regarder les facteurs qui font augmenter l'inflation ou pas. Et on voit bien que jusqu'à présent, l'inflation venait de la hausse des prix de l'énergie, essentiellement, pour la moitié de la hausse à peu près de l'indice des prix à la consommation, alors que les prix pèsent beaucoup moins dans le panier de consommation qui sert à mesurer l'inflation. Donc c'est très important. Cette inflation-là, cette hausse des prix, elle pourrait s'atténuer. Ça ne veut pas dire que les prix énergétiques vont beaucoup baisser, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils vont arrêter d'augmenter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est toujours un problème pour une économie d'avoir des coûts, une inflation à importer qui vient des produits énergétiques. Pardon, je vous coupe, Marc, mais il n'y avait pas que l'énergie, il y avait aussi le coût des transports, voilà, les approvisionnements, les pénuries, ça aussi s'expliquait en plus de l'énergie jusqu'à présent. Tout à fait, c'est une autre partie qui explique l'augmentation des prix, et c'est ce que j'allais continuer à dire, c'est que cette inflation-là qui est liée au prix de l'énergie, elle risque de s'atténuer. En revanche, les autres facteurs qui expliquent l'inflation, eux, devraient se poursuivre, voire un peu accélérer. Par exemple, on voit que la hausse des produits manufacturés aux consommateurs, elle n'est pas encore très 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 forte, alors que les prix à la production industrielle augmentent très fortement. Alors évidemment, quand on passe des prix à la production industrielle au prix aux consommateurs, il y a tout un tas d'intermédiaires, il y a tout un tas de marges qu'on peut compresser, il y a tout un tas, et les entreprises peuvent faire des efforts. Donc ça ne se traduit jamais par la même augmentation. Là, aujourd'hui, on est les hausses de prix de production industrielle, hein, c'est 17-18%, donc c'est énorme. En revanche, les prix finaux manufacturés n'augmentent que pour l'instant, ils devraient augmenter là dans les prochains mois de 1,4% selon les prévisions. Il y a les prix aussi des produits alimentaires, Marc, aussi. Hein. Il y a une question là-dessus. Hein. Oui, tout à fait. Mais alors, restons sur les produits industriels 2 minutes. Donc, il va y avoir une augmentation un peu plus forte des produits industriels, puisque les industriels mettent du temps à répercuter les hausses de prix. Si elles sont uniquement temporaires à la production, ils peuvent les absorber. Si ça persiste, à ce moment-là, ça va passer aux consommateurs. Donc il y a ça.
il y a évidemment les prix alimentaires, qui sont déjà assez élevés, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle les prix alimentaires et les prix de l'énergie, ce qu'on appelle des prix volatiles. C'est ce qu'on exclut de ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation qu'on regarde pour savoir quelles sont les dynamiques un peu structurelles inflationnistes dans l'économie à long terme, parce que les prix alimentaires, par exemple, il peut y avoir tout un tas de facteurs conjoncturels. Ils sont traditionnellement plus volatiles. Il y a eu des mauvaises récoltes. Il y a des prix qui temporairement sont liés au prix de l'énergie qui rentrent dans la production agricole. Par exemple, le prix des produits chimiques pour les récoltes, pour des produits phytosanitaires, etc. Tout ça, c'est influencé par les prix de l'énergie, par les prix du gaz, parce qu'en fait, pour produire les produits phytosanitaires, il faut du gaz. Donc en fait, si les prix du gaz augmentent, le coût des traitements augmente pour les agriculteurs, donc ça se répercute sur le coût de la récolte, et donc ça se répercute in fine sur l'agroalimentaire. Ouais. Et donc ces facteurs-là, a priori, si les prix du gaz baissent, ça devrait détendre les prix agricoles. A priori, il n'y a pas les mêmes mauvaises récoltes que l'année dernière dans beaucoup de productions. Donc, les prix alimentaires pourraient eux aussi décroître. Ça ne veut pas dire que les Français vont constater une baisse des prix alimentaires, qui pourraient rester à des niveaux élevés et qui ne vont pas tout de suite rebaisser. Mais en tout cas, ça veut dire que la hausse va s'atténuer, et c'est ce qui est important pour l'inflation. C'est de savoir si les prix continuent à augmenter. Ce n'est pas le niveau en valeur absolue des prix, c'est de savoir comment ils augmentent. Mais en même temps, il s'avance un petit peu, le gouverneur. Il dit, c'était hier sur LCI, on est assez proche du sommet de la bosse d'inflation. Moi, je me dis, mais quels sont les arguments qui laissent penser ça? Est-ce qu'il y a des indicateurs avant-coureurs qui laissent à penser qu'on est sur un point d'inflexion? Eh bien, pour l'instant, c'est l'analyse des facteurs sous-jacents de l'inflation. On estime que les tensions sur les prix énergétiques vont se résorber. On voit que le pétrole commence à s'assagir. On est comme à $85 le baril. Bon. Le Brent. Oui, non, mais je crois que ça n'augmente plus en tout cas. On est plus revenu vers les $80, ça n'augmente plus. Ça dépend des indices qu'on regarde pour les prix du pétrole. Les prix du gaz, a priori, les facteurs qui ont conduit à l'envolée des prix du gaz vont s'atténuer. Donc, a priori, cette composante de prix énergétique, qui est de toute façon bloquée en France, va s'atténuer. Ça veut dire que, en fait, l'inflation, selon la Banque de France, va un peu changer de nature. C'est-à-dire que les facteurs plus structurels vont prendre de l'importance, mais en revanche, en niveau absolu, comme les prix de l'énergie avaient une importance particulière jusqu'à présent, eh bien, on pourrait avoir passé la bosse à la mi-année. Donc, c'est ce qu'il va falloir vérifier. Donc, on y croit alors? On y croit, cette inflation sous 2% en France d'ici un an? Encore une fois, c'est ce que nous dit la Banque de France. On y croit ou pas? C'est assez difficile à dire. Ça dépend, en fait, si vraiment les prix de l'énergie commencent à s'assagir ou pas. Alors, il faut interroger des spécialistes du marché de l'énergie, et le consensus, c'est qu'effectivement, sur le gaz, il y a des facteurs géopolitiques, il y avait un manque de réserves en Europe. On pourrait reconstituer les réserves là au printemps. Et donc, on pense que les prix du gaz, enfin, les spécialistes pensent que les prix du gaz vont s'assagir. Donc, ça veut dire que les prix de l'électricité vont aussi s'assagir. Et donc, tout ça va se répercuter, et donc ça devrait calmer l'inflation. En revanche, l'inflation devrait changer de nature, et donc être plus alimentée par les prix des produits industriels, par les salaires, parce que il y a certains ménages, forcément, qui sont dans des secteurs où ils prennent de plein fouet l'augmentation des prix. On sait que les paniers de consommation des ménages sont différents en fonction de leurs revenus. Les prix alimentaires pèsent beaucoup plus pour un ménage modeste. Donc ces ménages-là, qui ont souvent des emplois de service pas forcément très qualifiés, ils demandent des hausses de salaire. On voit que, par exemple, dans la restauration, le patronat a proposé une augmentation des minima de branche de 16,5%. Et donc, en moyenne, et donc ça veut dire que les prix dans la restauration devraient augmenter en partie au moins, et se répercuter. Et donc
On peut croire que cette inflation va baisser d'ici la fin de l'année 2022 et revenir à des niveaux raisonnables. Dire si c'est 2% pile, je crois que ça serait beaucoup s'avancer. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le scénario central, c'est-à-dire que c'est un consensus assez relatif chez les économistes. Après, ils nous disent qu'il faut envisager des scénarios dans lesquels l'inflation serait plus élevée, plus durablement. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, la BCE, nous dit le gouverneur, fera ce qu'il faut pour ramener l'inflation autour de 2%. Il a ajouté dans la durée. Donc on comprend la menace voilée d'un resserrement monétaire de hausse de taux possible, alors sans aucun calendrier bien sûr, hein. Mais en même temps dans la durée, dire dans la durée autour de 2%, c'est pas très précis, hein. Est-ce que la BCE est vraiment en capacité, encore une fois, à casser l'inflation? Parce que si c'est le prix de l'énergie, je veux dire, c'est pas en montant les taux que les gens consomment moins d'essence, non? Et bien c'est ça, le problème c'est que la BCE elle a plus des instruments qui lui permettent de calmer une surchauffe liée à la demande. Cela dit, le risque d'une inflation liée un peu à la demande n'est pas totalement écarté, hein. L'OFCE, par exemple, ils expliquent que l'épargne accumulée par les Européens et les Français en particulier pendant la crise de la Covid pourrait en partie revenir un moment dans le circuit de consommation. Et si on consomme moins de services peut-être qu'à une époque et qu'on consomme plus de biens comme ce qu'on voit aux États-Unis, et ben ça pourrait augmenter, alors que l'offre est toujours un peu perturbée, ça pourrait augmenter les tensions inflationnistes. Donc la Banque centrale, de ce point de vue-là, c'est une inflation qui est alimentée par une demande très très importante par une offre perturbée pas trop la main, à moins de marge. En revanche, elle peut agir si effectivement cette demande accélère, et là elle pourrait, en remontant les taux d'intérêt, essayer de contenir cette hausse des prix, mais effectivement elle va se retrouver dans une situation compliquée où il faut continuer à financer les États à bas coût parce qu'ils ont accumulé une dette publique importante pour sauver l'économie pendant la crise du Covid. Et donc, tout en remontant les taux et en essayant de calmer l'inflation, ce qui est effectivement une situation périlleuse pour une banque centrale. Avant de se quitter, juste en quelques instants, parce qu'on est jeudi. Jeudi, c'est la sortie, la publication du Point. Quelle est la couverture cette semaine? Alors, cette semaine, on s'interroge sur un peu la valeur travail, hein. Est-ce que la valeur travail va rester au centre de nos sociétés? On voit qu'après le Covid, les gens ont un rapport complètement différent au travail. Les entreprises ont beaucoup de mal de façon structurelle à trouver de la main-d'œuvre. Et donc, aux États-Unis, on constate la grande démission. Le phénomène de la grande démission. Ouais. Et on s'interroge sur est-ce que l'économie française, qui traditionnellement a un déficit de volume de travail tout au long de la vie, des taux d'emploi qui sont bien moins élevés que dans les pays les plus performants en la matière, va pouvoir faire face à cette situation, d'autant qu'il va falloir financer des investissements énormes dans la transition énergétique dans les prochaines années. Est-ce qu'on pourra les financer si moins de gens veulent travailler ou travailler différemment et peut-être accorder moins d'importance au travail dans leur vie quotidienne? Donc voilà, c'est un défi considérable, notamment pour la société française. Gros dossier donc à lire ce week-end tranquillement dans Le Point. Merci beaucoup Marc Vigneault, journaliste à l'Hebdomadaire. Merci Marc, salut. Merci David, au revoir.